according to the value of their currency, even if they're paid with USD dollar. Also, they are kind of discriminated upon because they reside in this part of the world, which is a sort of an exploitation of freelancers. And Syrian refugees can also, there's a high chance that they can experience that, given the fact that they are refugees, given the fact that they reside in Lebanon, without any consideration of skills. Freelancers in general, they do experience that, and particularly Syrian refugees, that experience can be doubled, tripled, and the impact will be really high. Finally, equipment and subscriptions. What has been noted in different reports created by the United Nations organizations was that even if Syrian refugees are able to tap into, they have the interest, maybe they have the skills to tap into the digital market, the problem becomes in the equipment. If they're freelancers, the subscriptions, especially if they're freelancers, if they work within a company remotely, that becomes easy. But freelancing and online development is difficult because it requires, the digital world is not for free. It requires equipment, it requires equipment such as headsets, softwares, etc. It requires subscriptions to different tools to work. So we come to this slide. I have promised to talk about one of the programs developed by one of the UN organizations. This is a program called Digital Skills for a Better Future program, developed by UNICEF. It was established in Lebanon and recently in Jordan, just about a year ago. So this program particularly is interested in developing digital skills, and they hypothesize that by developing the digital skills, Syrian refugees, and in this case Jordanians as well, will be able more to tap into the job market, the digital job market. So in this case, as you can see, there were 1,036 enrolled candidates, we can say. About 700 of them were Syrians, 332 were Jordanians. 755 finished the program. What this program also did was to kind of have partners where these candidates, the 755 that finished, can do some sort of a placement in these with these partners to learn more. So about 371 of the beneficiaries of the program did this kind of placement. They refer to it as the apprenticeship opportunity. So the reason why I'm presenting this program particularly is to discuss the disconnection. I refer to it as the disconnection of international development projects or programs from reality. Now, having digital skills does not necessarily lead to jobs. The 371 opportunities or beneficiaries that got opportunities, this was because of the support or the partnerships that UNICEF created, right? But the 755 or the 1,036 that enrolled, some of them finished, some of them did not, those did not necessarily find a job at the end of the day. And the 371 who benefited from this program did not end up find a job after this placement. So what happens is that with international development programs is that, or the international development organizations, is that they do understand the cause, but when it comes to programming, it seems that there is a disconnection between the cause and programming for them, right? At the end of the report that was created for this particular program, the Digital Skills for Better Future program, they do say that skills do not equal jobs. They do understand
that they do mention it actually that there needs to be more partnerships to cover everybody. There needs to be they need to find a way to open up their beneficiaries to the job market in a different way. But when it comes to the recommendations, we do not necessarily see that Trump. Thank you. So that is the end of my presentation. I think you get to finally see who is this person behind the slides. Excuse the mix-up in the recording versus the presentation. I had to do it in with two different softwares. So just in summary, the presentation was aiming to discuss with you how Syrian refugees can tap into the digital jobs. Digital jobs can include freelancing, online business development, using digital platforms or social media to work on it, or even doing remote work or digital work. So was to talk about the opportunities, but also to mention the challenges, because the challenges is always, these are the same challenges that have always been there. They have not changed. They impact not only employment, but they impact so many other sectors, education, etc. And then finally, I wanted to make that small note about the programming of International Development Organization and how there is a huge disconnect between programming and what's the reality of how the reality that Syrian refugees are actually living. And that was the end of my presentation. I hope it added some sort of value to you. Actually, the conversation is much larger. The discussion is actually much bigger than my very short presentation that I have actually cut so much to be able to fit into the framework. But I hope that it added some sort of value, and it was interesting for you to learn and listen to. Have a great conference. Thank you so much. Je donne maintenant la parole à Dr Hamash Souria de l'Université de Tizi Ouzou. Donc sa participation est intitulée « Les facteurs influençant l'intention d'achat du consommateur sur les plateformes digitales ». Bonjour à tous. Avant toute chose, merci de m'avoir invité, merci d'avoir organisé cette manifestation scientifique et de nous avoir donné la chance de partager avec vous nos travaux. Donc le thème que je vais essayer de partager avec vous, de discuter avec vous surtout, tourne autour des facteurs influençant l'intention d'achat du consommateur sur les plateformes digitales. En guise, je vais passer parce que je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti, qui est de 10 minutes. Donc je vais essayer d'être très brève. Et si vous voulez, on va revenir au débat et discuter de la question. Donc l'économie digitale, l'économie numérique, donc il y a un consensus, elle s'impose d'elle-même. Où placer l'Algérie face à ces mutations extrêmement rapides ces dernières années. Donc en chiffres, qui datent de 2020, donc l'Algérie, les utilisateurs qui utilisent Internet tournent autour de 26 millions, ce qui est appréciable. 25 millions utilisent les réseaux sociaux. Et en termes de transactions en ligne, ça chiffre autour de 638 000 transactions, soit 5 milliards 400 millions de dinars. Ça veut dire que le marché il est extrêmement porteur d'une grande valeur, mais le potentiel est là, mais l'Algérie reste très en retard. Donc l'ONU met en avant un certain nombre d'indices pour classer un certain nombre de pays que moi je pense que est relativement fiable, l'indice est relativement fiable. Donc l'Algérie est en retard, elle est classée 120e sur 193 pays. Sur l'indice de participation, on est en retard aussi, on est classé 183 sur 193 pays qui ont été évalués. Et seuls 4,6% de la population effectue des achats et des paiements facturés en ligne. Ça veut dire que finalement, les transactions en ligne, elles sont extrêmement faibles. Ça veut dire que le potentiel est là, mais il n'est pas exploité. Et le paiement en espèces, on le sait tous, on en a parlé ce matin,
le paiement en espèces, à la livraison est la méthode préférée pour le e-commerce. Ça veut dire qu'au final, il y a un manque de confiance vis-à-vis des achats en ligne. Maintenant, on va essayer qu'on vient de citer, le risque d'être arnaqué, le risque de ne pas recevoir sa livraison, etc. Donc le risque de perdre des données, les cartes bancaires, etc. Donc plus le risque est perçu par le consommateur comme étant élevé, plus il fuit les achats en ligne. Donc on a supposé ça, on va vérifier. La deuxième hypothèse, c'est que plus le consommateur est motivé, ça veut dire qu'il y a des motivations, par exemple le prix, etc., plus il achète, il a la bonne intention d'acheter en ligne. Plus il n'est pas motivé, il ne le fera pas. La troisième hypothèse, on a supposé que finalement ceux qui proposent des achats sur les plateformes en ligne mettent en avant des stratégies marketing digitales, ce que moi j'appelle des stratégies de dissuasion. Par exemple, faire appel à un influenceur ou faire des tombolas, mis en avant un questionnaire, nous l'avons distribué sur 360 répondants. Donc voici les caractéristiques de l'échantillon. Donc on a fait appel. Donc, c'est pas très visible, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 50% c'est des femmes, et à 59% c'est des femmes, et le reste c'est des hommes. Et bien entendu, on a ciblé la jeunesse. Donc, il y a les statistiques les plus importantes. Donc, on a essayé de questionner les gens qui sont entre 15 et 30 ans. Donc, voilà. Donc, et cette enquête a été menée entre août et octobre l'année passée, 2021. Donc voici le modèle. Donc, on a fait appel à une méthode statistique extrêmement simple, donc la méthode des moyens carrés, donc ce qu'on appelle la régression multiple. Donc l'intention d'achat, c'est notre variable dépendante, et les trois autres variables, la motivation, le risque perçu par le consommateur et les stratégies marketing digitales, sont les variables dépendantes. Donc les résultats empiriques, brièvement, donc les items, l'item qui sort le plus important, donc qui sert le plus souvent, ça veut dire qu'il est redondant lorsqu'il s'agit de motiver. Qu'est-ce qui motive finalement le consommateur algérien à acheter sur Internet? C'est le prix. Donc la majorité des répondants nous disent que plus le prix est attractif, ça veut dire que je peux l'acheter moins cher sur Internet qu'ailleurs. C'est ce qui pourrait peut-être me dissuader d'aller acheter sur Internet. Pour le risque, les craintes, puisqu'il y a un certain nombre de risques qu'on a étalés, le risque qui revient, ça veut dire qu'il enregistre la moyenne la plus importante, c'est toujours la peur de ne pas avoir sa marchandise. Ça veut dire qu'il y a toujours cette peur de ne pas recevoir et être livré. L'item 2, donc par rapport à la variable stratégie marketing, ça veut dire que si une entreprise veut encourager les achats en ligne, donc les répondants nous disent que oui, plus il y a de publicité, plus il y a de concours, plus vous faites appel à des influenceurs, plus peut-être que je serai enclin à acheter en ligne. Maintenant, sur l'intention d'achat, donc sur la variable dépendante, sur l'intention d'achat, les répondants nous disent que finalement, j'aurai l'intention d'acheter sur Internet lorsqu'il s'agit de faire des achats de moyens et de haute gamme. Ça veut dire, nous, dans le langage courant qu'on utilise, ça veut dire si je peux avoir une bonne affaire. Ça veut dire acheter un produit de qualité, mais à bon prix. C'est le seul déterminant de l'intention d'achat du consommateur en ligne. Ça veut dire c'est ce qui pousse réellement l'Algérien d'acheter en ligne. Donc, et ça, bien sûr, on a vérifié. Donc, il faut vérifier d'abord les items s'ils sont fiables. Donc, académiquement parlant, il faut le faire. Donc, on a fait appel comme notre camarade à l'alpha de Cambridge. Donc, ils sont tous satisfaisants. Entre 8 et 7, 6. Donc, les items sont fiables. Donc, on peut faire confiance aux résultats. Et bien entendu, nous avons étudié aussi la robustesse du modèle. Donc, on a fait appel à la NOVA et R de détermination qui sont extrêmement satisfaisants. Et pour les résultats définitifs, donc, comme nous pouvons le constater, donc, oui, les déterminants, la motivation, le risque perçu, mais aussi les stratégies marketing sont des facteurs qui influencent significativement notre variable dépendante, qui est l'intention d'achat à hauteur de 1%. Donc, au final, ce que nous pouvons dire, donc, toutes ces statistiques, en conclusion, donc, qu'est-ce que ça nous rapporte? Donc, pour une entreprise ou bien une personne qui veut mettre en place une plateforme digitale, qu'est-ce qu'on lui conseille? On essaie d'abord de rassurer les clients. Ça veut dire de mettre en place un système rassurant. Donc le client, il faut qu'il soit rassuré dans le sens où il faut pallier ce risque de la peur, la crainte que le consommateur algérien a de ne pas recevoir sa marchandise.
Mais aussi, ce qu'on constate, c'est que le consommateur algérien, il est plutôt utilitaire et non pas hédonique. Ça veut dire qu'il ne va pas acheter un produit sur Internet juste pour plaisir. Mais il le fait et il le fera uniquement s'il fait des économies d'argent. Ça veut dire que finalement, c'est le prix qui l'intéresse. Le consommateur algérien fait la décision, enfin d'après le résultat, prendra la décision d'acheter sur Internet si finalement il y a un bon rapport qualité-prix. Et maintenant, oui, donc ça je pense que c'est évident, donc plus vous mettez des stratégies de dissuasion et plus le consommateur sera enclin à acheter sur Internet. Donc voilà, j'espère que j'ai été extrêmement brève et efficace dans ma présentation et nous pouvons bien entendu revenir dans le débat. Donc merci à vous, merci. Merci, docteur Hamash Souaïla. Alors, je donne la parole à docteur Hachmi Kemouchnadia de l'École supérieure de gestion de l'économie numérique. Donc, sa participation porte sur le contenu de marque, ses dimensions et son influence sur les attitudes de l'audience. Je tiens tout d'abord à remercier la direction de l'école ainsi que le comité d'organisation pour cet événement, pour cette opportunité. Donc, comme le titre l'indique, notre présentation porte sur le contenu de marque, ses dimensions et son influence sur les attitudes de l'audience. Pourquoi parler? On n'entend pas. Je m'excuse, hein. J'ai pas trop l'habitude. Donc, pourquoi s'intéresser au contenu de marque et ses dimensions? Le contenu, il faut savoir que c'est ce qui permet d'alimenter tout l'écosystème digital, c'est-à-dire que la présence en ligne de l'entreprise doit être, c'est-à-dire apparaît à travers la variable du contenu. Donc le contenu devient, la présence en ligne devient indispensable, mais aussi fragmentée. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui est présente non seulement sur son site web, mais aussi sur un autre réseau de plateformes digitales, donc plusieurs plateformes. Et toutes ces plateformes-là ont besoin d'être alimentées de contenu de manière cohérente et efficace. Deuxièmement, ces mêmes plateformes sont régies par des algorithmes qui fonctionnent selon des règles pour garantir une certaine qualité, une certaine régularité et une certaine pertinence dans la diffusion, c'est-à-dire en vue de procurer la meilleure expérience client pour leurs propres utilisateurs. Et enfin, il convient de considérer que le contenu en tant que tel, en tant que démarche marketing, est une démarche indirecte, c'est-à-dire qu'il ne vise pas à influencer directement l'achat, c'est-à-dire qu'on ne doit pas l'utiliser comme moyen de transmettre des messages commerciaux et inciter à l'achat de manière directe. Le contenu est une démarche expérientielle à partir de laquelle on doit, c'est-à-dire procurer une expérience enrichissante des contenus porteurs de valeur et au bout d'un certain moment, au bout du compte, le client s'intéresse à la marque, la favorise, donc développe une certaine attitude favorable qui devrait mener à l'achat, donc à un résultat commercial. Donc, quelles sont les dimensions du contenu? On va décortiquer et analyser ces dimensions qui vont influencer les attitudes des abonnés, parce qu'on est dans un contexte de médias sociaux où les gens vont s'abonner aux comptes des différentes marques, donc à travers les comptes de réseaux sociaux des entreprises. C'est des abonnés, donc, sur lesquels on souhaiterait travailler sur leurs attitudes et éventuellement sur leurs intentions d'achat. Pour produire nos résultats, nous avons utilisé un cas, c'est-à-dire une enquête pour produire une application empirique sur le cas de Facebook. Pourquoi Facebook, hein? Doit-on encore justifier pourquoi on choisit cette plateforme-là? Il y a certains faits qui devraient être soulignés pour répondre à cette question. Donc, premièrement, c'est la première plateforme à travers le monde. Elle abrite près de 40% de la population mondiale. Près de 70% des Algériens ont tous un compte sur Facebook, ce qui est quand même énorme. Il convient de souligner que Facebook a aussi des comptes d'entreprise, donc plus de 160 millions, dont une grande proportion de PME, de petites et moyennes entreprises. C'est la plateforme qui a démocratisé la publicité digitale auprès des petites entreprises, donc qui n'avaient pas
avant cette plateforme, accès à l'offre publicitaire qui était inaccessible pour elle. Donc, c'est la plateforme au potentiel publicitaire énorme, aux fonctionnalités multiples, qui abrite plusieurs tranches d'âge, donc en allant de 18 à 54 ans, contrairement à d'autres plateformes qui sont réservées beaucoup plus aux jeunes, aux très jeunes. Donc, c'est une plateforme qui est à la fois polyvalente et qui fait un petit peu le consensus. Reste à, c'est-à-dire bien définir ses investissements pour avoir les meilleurs résultats dans la plateforme qui devient de plus en plus exigeante. Donc, notre modèle, avant d'arriver au modèle conceptuel, il convient d'expliquer ce que c'est qu'un contenu. Donc, c'est tout ce qui participe à un processus d'information d'un émetteur à un récepteur en ligne, tout ce qui va raconter une histoire, et de là, on souligne la dimension de storytelling, c'est-à-dire qu'on doit, au bout du compte, produire une certaine expérience, véhiculer un message, même s'il ne doit pas être direct, il est intégré dans toute une histoire, donc de manière subtile, mais on vise quand même à véhiculer un certain message pour avoir un effet positif de la part de l'audience, mais surtout créer du sens, de la valeur, et faciliter l'interaction humaine avec l'audience. Bien sûr, toujours dans une perspective de médias sociaux. Donc, le contenu en tant que concept comprend, bien entendu, c'est un concept multidimensionnel. Et il faut savoir qu'il n'existe pas encore de consensus dans la littérature en ce qui concerne les dimensions qui devraient le composer. Cependant, il y a certains efforts, notamment le travail de Peters et collaborateurs de 2013, qui prévoit l'existence de 3 dimensions clés. Donc, la qualité du contenu, la valence du contenu et le volume de celui-ci. La qualité elle-même comprend 2 sous-dimensions. Donc, la qualité intrinsèque, qui porte sur la valeur de ce dernier, ce qu'il comporte comme valeur. Ça peut être de l'information, du divertissement, de l'utilité, un aspect ludique, etc. Donc, la valeur procurée. Et d'un autre côté, la qualité représentationnelle, c'est-à-dire la manière avec laquelle ce même contenu est présenté au public. Donc, on parle ici de la vivacité pour le format. Je pense que ça a été suffisamment abordé par mademoiselle Schultz. Donc, la vivacité, là, on parle du format qui peut être d'un texte simple à une vidéo très interactive ou encore des autres technologies multidimensions. Et donc, on a aussi de l'interactivité. Ce sont les 2 dimensions qui déterminent un petit peu la caractéristique représentationnelle du contenu. Donc, 4 variables seront concernées par cette étude. Il s'agit de la valence ou l'attrait émotionnel, de la qualité intrinsèque du contenu à travers sa qualité de l'information, bien entendu c'est la qualité perçue, l'interactivité ou la propension du contenu à susciter l'engagement ou l'interaction de la part du public, et enfin la vivacité qui est la richesse de format. Donc nous allons examiner l'impact de chacune de ces dimensions sur l'attitude envers la marque en adoptant la conception bidimensionnelle de l'attitude, c'est-à-dire qui comporte 2 dimensions ou 2 composantes, la composante cognitive et la composante affective. Donc voici notre modèle conceptuel avec les 4 variables indépendantes, donc l'attrait émotionnel, qualité, interactivité et vivacité, qui devraient avoir un impact direct, positif, enfin significatif, sur toutes les 2, l'attitude cognitive et l'attitude affective. Donc, afin de produire les résultats, nous sommes basés sur une enquête par questionnaire et une modélisation à équation structurelle à variable latente. Ce n'est pas la peine de rappeler les étapes de la modélisation. Donc, enfin, une première étape consiste à vérifier la fiabilité, puis confirmer les mesures, produire le modèle statistique, c'est-à-dire dans le cadre de cette étude, selon la méthode des covariances, c'est-à-dire en utilisant le programme AMOS, et enfin la lecture des résultats. Toutes nos mesures présentent une bonne validité convergente et discriminante. Voici le modèle structurel, donc, qui permet de voir les liens significatifs. Les indices d'ajustement sont tous satisfaisants. Donc, voici le tableau des résultats des régressions multiples. Les liens significatifs sont surlignés. Nous avons d'abord la valence ou l'attrait émotionnel qui a présenté
un impact significatif, c'est-à-dire positif significatif sur la dimension affective, la qualité informationnelle qui a présenté aussi un impact sur la dimension affective également, et enfin la vivacité ou la richesse de format du contenu qui a montré aussi un impact positif significatif sur à la fois la composante cognitive et affective. Donc, à partir de ces résultats, nous allons mentionner uniquement les constats les plus intéressants. Donc, pour ce qui est de l'attrait émotionnel, il convient donc de mettre la lumière sur le fait que plus la marque transmet des émotions à travers ses contenus, et plus elle amène l'audience à l'aimer. Donc, il y a une certaine focalisation sur la démarche qui est affective et émotionnelle dans ce cas-là, à travers le storytelling. Pour ce qui est de la qualité de l'information, curieusement, elle n'a aucun effet sur le jugement rationnel des personnes. Donc, même si la marque ou l'entreprise transmet beaucoup d'informations rationnelles, ces dernières ne sont pas traitées par l'audience, donc elles ne font pas évoluer le jugement rationnel des personnes. Donc, il convient ici de préciser qu'il est toujours recommandé par les experts en termes de communication de médias sociaux de ne pas dépasser une certaine proportion de contenus informatifs commerciaux qui avoisinent les 20%. Donc notre résultat rejoint aussi cette recommandation. Pour l'interactivité, nous n'avons constaté aucun effet significatif sur l'attitude. Nous proposons que, de par l'importance de cette caractéristique dans l'écosystème de médias sociaux, nous proposons que cette variable devrait avoir un effet indirect par la médiation de l'engagement ou encore de l'expérience. Et enfin, la vivacité, qui doit être soulignée encore une fois. C'est une variable qui s'est montrée la plus influente de toutes, c'est-à-dire qu'elle porte un effet sur l'attitude cognitive et affective. Ça doit lier à l'expérience, c'est-à-dire plus la richesse du contenu est meilleure, plus l'expérience est meilleure. Et donc, c'est un élément clé dans l'écosystème de médias sociaux. Nous terminons avec ces trois éléments clés de toute la présentation. Le contenu influence effectivement les attitudes des abonnés envers la marque. Il convient de préciser qu'il s'agit d'une démarche globalement expérientielle, donc affective, où les contenus commerciaux ont une utilité limitée et devraient être réservés à un autre canal de diffusion, par exemple les sites web. Et enfin, le format de contenu ou sa richesse est un élément à prendre avec une importance particulière. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Madame Hashmi Kemouche Nadia pour sa présentation. Maintenant, on passe à la dernière présentation réalisée par la doctorante Meslem Hanan de l'Université de Djaya. Donc, elle porte sur l'adoption de l'inbound marketing comme outil d'acquisition et de conversion du trafic. Merci. Donc, salam alaikum, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, Mademoiselle Hanan Meslem. Je suis doctorante à l'Université de Béjaïa en option sciences commerciales, option marketing digital. Auparavant, j'étais étudiante à l'ESC, donc je suis diplômée titulaire d'un master en sciences commerciales, option marketing et communication de l'École supérieure de commerce. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui cette communication intitulée Adoption de l'inbound marketing comme outil de conversion et comme outil d'acquisition et de conversion du trafic. Nous allons travailler sur le cas de l'ISR en s'inspirant des statistiques de trafic fournies par le site français similarweb.com. Pour cela, nous avons opté pour le plan de travail suivant. On commence par une petite introduction, suivie de la problématique, les hypothèses, l'objectif de la recherche, la méthodologie de la recherche. Puis nous allons exposer les résultats obtenus et on conclut par une brève conclusion. Donc le marketing évolue constamment, change de règles et de forme grâce à l'évolution technologique et l'émergence du digital. Contrairement à l'outbound marketing qui s'appuie sur des techniques intrusives pour attirer les clients, l'inbound marketing nécessite un ciblage très minutieux de l'audience et une communication personnalisée
en partageant un contenu de haute qualité pour attirer des clients. C'est une approche centrée sur l'utilisateur. Il se concentre principalement sur la création de contenu et la diffusion d'informations qui puissent intéresser les clients. L'inbound marketing vise également à offrir une expérience qui dépend du profil et du comportement de chaque client prospect à l'aide de plusieurs outils. Dans cette étude, nous essayons d'analyser les techniques d'inbound marketing utilisées par Yassir comme exemple d'une plateforme digitale réussie dans plusieurs pays, particulièrement en Algérie. Pour cela, nous avons posé la problématique suivante. Comment adopter Yassir les techniques d'inbound marketing pour acquérir et convertir du trafic? Donc, on va se baser sur les deux phases principales de l'inbound marketing, l'acquisition et la conversion du trafic. Afin de cerner cette problématique, nous avons posé deux hypothèses. La première est la suivante. Les réseaux sociaux et les référencements naturels sont les principaux leviers de l'acquisition de trafic chez Yassir. La deuxième hypothèse, le parcours de conversion de Yassir s'étend à l'étape de fidélisation des clients. Par le biais de ce travail, nous envisageons de détecter les points respectés et les points négligés en tenant compte des résultats obtenus à partir des statistiques de trafic fournies par le site web similar.com. On essaie d'explorer l'utilisation de l'inbound marketing de cette plateforme digitale dans le but de comprendre le processus de mise en place de cette stratégie. Pour cela, nous avons opté pour une démarche d'analyse de contenu de la plateforme en se basant bien sûr sur les, comme je l'avais déjà dit, sur les statistiques de trafic fournies par le site web seminarweb.com. Pour la phase d'acquisition de trafic, on a comme outil le site web. Donc le site web de Yassir a été lancé en 2017 sous le nom du domaine de yassir.com. Son logo se situe sur la gauche de la page d'accueil, comme vous le voyez sur la photo suivante. Il s'agit du nom de l'entreprise elle-même, de couleur noire et orange. Sur la barre de menu, on trouve les 8 rubriques qu'englobe le site, suivies d'une icône qui mène directement vers le lien de téléchargement de l'application. Concernant la deuxième technique d'acquisition de trafic, le blog, malheureusement, Yassir ne présente pas une rubrique particulière dédiée au blog. Toutefois, de temps à autre, des expériences et des témoignages sont partagés sur le site et sur l'application, bien évidemment sur les réseaux sociaux. Le troisième outil, les réseaux sociaux. Depuis sa fondation, Yassir n'a cessé de développer une présence sur les réseaux sociaux sous le nom de Yassir. Le contenu publié est loin d'être exclusivement commercial. Bien au contraire, il tient à informer les visiteurs sur les différents services proposés ainsi que les promotions, tout en donnant des conseils utiles pour les utilisateurs. Yassir compte actuellement, on a arrêté ce travail au mois de mars, approximativement le 22 mars 2022. Donc, Yassir compte 5930 j'aime, d'une fréquence de publication de 3 fois par semaine. Le format utilisé est le format image dans 90% des publications et le format vidéo pour les 10% restantes sous forme de reel. Ce qui a été remarqué est que les community managers de Yassir sont très actifs. Ils répondent pratiquement à tous les commentaires et tous les messages presque instantanément. La présence de Yassir sur Instagram est aussi remarquable, de même fréquence et de contenu que Facebook. Cependant, il ne génère que 118 cas. Par contre, l'interaction des internautes est plus élevée par rapport à Facebook. On compte donc sur la story Instagram le partage de nouveautés entre services et promotions, également le repartage des tags des utilisateurs à fréquence journalière, mais également les liens call to action. Généralement, les boutons d'appel à l'action qui sont partagés sur Instagram sont liés directement à l'application web de Yassir pour télécharger ou bien pour être informé des différentes promotions et des différents services, notamment les nouveaux services. Sur le réseau professionnel LinkedIn, Yassir compte 22 797 abonnés.
La plupart des publications sont d'ordre professionnel. Chaque fin du mois, l'entreprise veille à la présentation de l'un de ses employés en citant les tâches qu'exécutait ce dernier, son rendement, mais également des campagnes publicitaires et des campagnes de recrutement. L'interaction des internautes est très intense par rapport aux autres réseaux. Concernant le YouTube, donc la chaîne YouTube de Yassir est en connexion à partir du mois de mai 2022. Auparavant, il y avait une chaîne YouTube, mais qui a été supprimée. Passons maintenant à l'analyse du trafic social. Donc, selon le site web similar.com, le social représente 13,85% du trafic sur le site web. Les principaux réseaux de médias sociaux qui dirigent le trafic vers Yassir sont Facebook, LinkedIn et YouTube, avec des taux respectifs de 70,28%, 19,09% et 10,63%. Cela explique que Yassir recherche les opportunités d'engager le public, principalement par le biais de Facebook, là où la majorité sont abonnés. Pour le référencement web, donc le référencement de Yassir suivant le classement mondial est de 113 590 pour le mois de mars 2022. Son classement dans la catégorie électronique et technologie a connu un recul au cours du même mois, passant de 9 à 13 malgré l'immense progrès constaté au mois de février 2022, passant de 51 à 9 de janvier à février. Entre référencement naturel et référencement payant, les statistiques suivantes montrent que Yassir opte majoritairement pour un référencement organique par mots-clés et sites de référence avec un taux de 96%. 96,27%, ce qui explique que les liens sponsorisés ne sont utilisés que rarement d'un taux de 3,73%. À partir de cela, nous pouvons conclure que la première hypothèse de notre recherche relative aux outils d'acquisition de trafic est confirmée. Passons maintenant aux outils de conversion. Nous avons le formulaire. Le site de Yassir est doté d'un formulaire de contact qui permet aux visiteurs de contacter directement le département qu'ils désirent en laissant ses coordonnées. Et le message il sera passé directement. Le formulaire permet de créer une interaction entre les visiteurs du site et l'entreprise. Il facilite ainsi le contact des leads. Concernant les landing pages de Yassir sont généralement créés dans le but de promouvoir une nouvelle offre, mais nous venons de voir que les liens sponsorisés ne sont que rarement utilisés, donc elles sont très rarement utilisées. Pour la technique du lead scoring, donc, cela se fait automatiquement par l'intervention d'un logiciel spécialisé, c'est le rôle du CRM. L'entreprise tient à suivre et évaluer le comportement de ses clients en accordant une note aux clients selon la fréquence d'utilisation de l'application, tout en enregistrant les dates et les coordonnées afin de pouvoir trier ces derniers selon leur comportement. En dernier lieu, le lead nurturing. Le lead nurturing est l'étape qui suit le lead scoring et lui donne une finalité, en se basant sur l'évaluation du comportement de l'internaute et le classement obtenu suite à son scoring. Les résultats de ces analyses nous permettent de conclure que la deuxième hypothèse de notre recherche est confirmée. On termine par cette conclusion. Donc, les résultats de cette recherche ont démontré que la mise en place d'une stratégie inbound nécessite la poursuite d'un enchaînement de techniques. En principe, il y a 4 étapes, mais certains auteurs se sont limités à 2 étapes, qui est l'étape de l'acquisition et l'étape de conversion. On a essayé donc de jumeler les 2 autres étapes en 2 et ça a donné ce travail. Donc, Yassir, à un moment donné, il a carrément oublié quelques techniques, il les a ignorées, comme il a utilisé d'autres techniques. On a remarqué qu'il a penché beaucoup plus aux techniques d'acquisition de trafic plus que les techniques de conversion de trafic. Cependant, cette étude, donc, comme limite, ne représente qu'une partie d'un vaste domaine de recherche qui pourrait être enrichi plus tard par d'autres travaux, notamment les études quantitatives auprès des utilisateurs. Nous pouvons analyser chaque outil à part et on peut également mesurer l'appréciation de chaque technique employée, surtout pour déterminer le taux de conversion via des techniques quantitatives, voilà, des enquêtes quantitatives. On arrive à la fin de cette présentation. Merci de m'avoir écouté.
j'appelle l'ensemble des participants à venir ici pour répondre. Nous remercions donc l'ensemble des enseignants experts qui ont participé à l'animation de cette deuxième séance. On va ouvrir avec vous maintenant la prise de parole, notes, observations, questions. Donc vous êtes libre si vous voulez donc donner votre avis à propos de telle ou telle communication ou poser vos questions. Merci, on va commencer avec Dr Serhani. Je vous remercie. Je remercie les intervenants pour leur présentation. J'ai juste une petite question ou suggestion à mademoiselle, madame Maj, c'est ça, par rapport à la modélisation que vous avez utilisée, donc vous utilisez une régression que vous avez déjà jugée de faible. C'est-à-dire le choix de cette modélisation. Vous avez, si vous voulez, vous avez des questions sur le comportement, c'est-à-dire l'intention d'acheter ou pas. Donc, à mon avis, ça aurait été plus judicieux d'utiliser des modèles de régression logistique. Hein, puisque ce sont des modèles qui vont traiter le comportement, et là, vous aurez à identifier, si vous voulez, les déterminants qui poussent telle ou telle personne à acheter. Donc, vous avez plusieurs variables que vous pouvez modéliser. Ce sont des variables binaires, donc intention d'acheter oui ou non. Les autres variables, vous allez les introduire en variable explicative. Je ne sais pas si vous avez essayé de les faire ou est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est intéressant pour vous de le faire en fait? Merci. Alors, merci effectivement. Donc, merci infiniment pour votre remarque. Donc, oui, effectivement, lorsque nous avons fait cette recherche, nous étions conscients que la méthode n'est pas très aboutie, puisque c'est une méthode extrêmement simpliste. Mais oui, donc c'est les deux méthodes qui sont plus adéquates pour avoir le cœur net, ça veut dire avoir des résultats beaucoup plus aboutis. C'est oui, faire appel à la régression logistique, mais aussi, comme l'ont fait mes deux collègues ici, faire appel aux équations structurelles. Donc oui, votre remarque elle est extrêmement pertinente, donc je prends note dans les prochains travaux qui pourront éventuellement traiter des thématiques similaires. Donc merci madame. Merci madame, et je remercie aussi madame Samy pour ce débat constructif. Je vais donner la parole maintenant à monsieur Azzouk qui va nous poser aussi une question. الأستاذ بوعتيلي نشكرك على المداخلة. بما أنها رقم واحد كنفضل لك سؤال واحد فقط ما كثرش. والله كاين واحد النقطة اللي لاحظتها، أغلبية يعني المنصات فيسبوك يوتيوب وياسير كاين هذه يعني اللي لاحظتها، وهي أنها متعلقة مع الإمكانيات. أغلبية الشباب عندهم الهاتف نقال سمارت فون. في الدراسات ما شفتش أنا الإمكانيات هذه دخلت كوم ان فاكتور انفليون، على خاطرش لما الإنسان يحب يستعمل السيارة ما يستعملش الحاسوب، يستعمل الهاتف. اليوتيوب كيف الفيسبوك كيف موجود على الحاسوب، وكذلك موجود على السمارت فون. دونك هذا تسهيل المعلومة اللي توصل للمستعمل ممكن يكون عندها، لاحظتها في كل المداخلات ما كاش اللي واحد تكلم باللي نوعية الإمكانيات اللي يستعملها. هذه هي النقطة برك اللي حبيت نلاحظها. شكرا أستاذ لم أعتمد على المنصات دونك فيسبوك ولا يوتيوب، دونك أعتمد على 4 منصات دونك أساسية. المنصات التعليمية كوم موديل، منصات النقل كوم ياسير، منصات تجارية كوم جوميا، ومنصات الخدمات المالية كما دونك
منصات تاع دونك الخدمات الماليه دونك كيما وي دونك ما اعتمدش على الفيسبوك ولا اليوتيوب. وهذه المنصات الاربعه دونك بروبوزيت 5 خصائص دونك اللي يقدروا باش نعرف العلاقه بين هاد المنصات الاربعه. دونك وي التعليم ماشي كان الماليه وي كان التعليم راح يلقاو صعوبه وي يلقاو صعوبه وكي تكون ناقصه الانترنت استاذ دونك ما يكونش تفاعل بين الاستاذ وطالب. دونك المردوديه دونك الخاصيه اللي درستها المردوديه حتى نقص تاع المنصات دونك تاع التعليم. شكرا استاذ. السلام عليكم، يعطيكم الصحة على المداخلات القيمة اللي تفضلتم بها فيما يخص دراسة الحالة والعينات اللي تفضلتم بها وفيما يخص تطبيق ياسر أو تطبيقات أخرى. سؤال موجه كثيرا للمدراء المخابر والمخابر بصفة عامة، بصفة أن المخبر يحتوي على مجموعة من المختصين في دي سبيسياليست في الماركتينغ ديجيتال. دونك بارابور الدراسات الميدانيه والعملياتيه اوبيراسيونيل او نيفو دي ديريكسيون ماركتينغ كومونيكاسيون او سان دي زونتربريز، اسكو انتم كمخبر توفروا هاد لا بريستاسيون بون مالغري انتم موجهين اكثر للبحث العلمي، ولكن اسكو اون اونتربريز elle peut par exemple تقدر تتقدم منكم من اجل ديروا لها اوديت ماركتينغ ولا تقترحوا لها حلول عملياتيه ولا تشوفوا لو فونكسيونمون تاع لو فولي تاعها ماركتينغ ديجيتال ولا ميم لي زابليكاسيون تاعها ميم اذا كان اون كونفونسيون يكون بمقابل مثلا مؤسسه معينه تقترح. هذا موجه لهذا المخبر ولا مخبر جامعات اخرى؟ شفت تيزي وزوب جايه وجامعات كثيره ومختصين فيها تفضلوا وتكلموا على هذه المجالات. علاش ولا السؤال ولا واضح ولا الاستاذ اللي جا من عند مختص يعني في بنك التنميه المحليه هو خبير ربما في الميدان. هو السؤال هذا ربما اذا كان عندكم هناك استاذ مختص. اوكي، هذه كانت مسؤوله سابقه في المخبر تاعنا تاع المدرسه، سوف اعطي ربما الكلمه للاستاذه اوكي وربما اعطي المسؤوله الحاليه للمخبر. Je vous remercie. Donc, effectivement, maintenant, la politique déjà du ministère de l'Enseignement supérieur, ça a changé. En fait, on nous demande c'est-à-dire de faire des études, je crois qu'on peut faire de l'expertise, hein. Mais sur le terrain, on n'en a pas encore fait. Du moins pour notre labo qui est relativement récent, donc il est en construction et tout ça, mais c'est-à-dire qu'on est encouragé à faire ça, d'accord, à expertiser, à faire c'est-à-dire par rapport au budget, c'est-à-dire on est encouragé à faire des études payantes, d'accord. Merci. Ok, on va juste avoir, je m'excuse, la réponse peut-être de Oustana. Merci pour votre remarque. C'est une contrainte pour nous en tant qu'étudiants pour la collecte de données aussi. Au fait, je ne vais pas parler des labos, mais dans mon cas, comme je viens de présenter, j'ai eu recours à organiser des concours dans les communautés virtuelles pour pousser et inciter les membres des communautés à répondre. Donc c'était avec mon propre argent, ainsi que le sponsoring des publications, donc c'était avec mon propre argent. Mais récemment, j'ai collecté des données pour une éventuelle publication scientifique toujours, où j'ai eu recours à une application qui s'appelle HO, par le Bureau de recherche et investigation en marketing, qui permettent ce genre d'investigation et d'enquête sur terrain, toujours dans le domaine marketing. Donc ils font ça, le bureau de recherche et investigation en marketing avec une application à jour. En tant que pratiquante dans le domaine académique scientifique, on a fait ça gratuitement pour les entreprises, donc ils font ça.
Voilà. Merci, excusez-moi. Donc, je souhaite juste une remarque. Donc oui, moi je pense que les laboratoires de recherche en Algérie, oui, je pense qu'ils sont prêts à franchir le cap de mettre des expertises pour les entreprises sur le terrain, pour les banques. Mais moi, permettez-moi de vous faire retourner la question. Est-ce que vous, les gens qui vous êtes sur le terrain, est-ce que vous faites confiance à nous qui sommes sur l'académique de vous faire des expertises de ce genre? Donc je ne sais pas si les directeurs des banques, les responsables des entreprises nous font confiance. Moi je doute, personnellement je doute. Après, voilà, donc j'espère que cette confiance va se rétablir parce qu'effectivement, moi je pense que le pont entre académique et le terrain est indispensable pour tout développement économique et c'est l'un des facteurs qui freine, qui est une contrainte, un obstacle pour le développement de l'université algérienne. Donc merci d'avoir pointé du doigt un facteur qui est extrêmement important. Donc j'espère que on va arriver à ça. Donc merci. On va donner juste la parole à monsieur et madame pour répondre parce que vous avez... Ok, on va vous demander la parole. Vous voulez répondre? Je salue votre franchise. En tant que Tanil, je suis la collègue de la Banque de développement local, je suis chef département marketing digital. Je me dis que la meilleure preuve, c'est qu'on est aujourd'hui là, présent. Il se trouve que voilà, il y a des personnes de l'université qui sont présentées, sans rendez-vous, sans rien du tout. On les a accueillis. Il y avait un échange. Et aujourd'hui, on est là. Ils ont demandé une présentation. On a répondu. Il y a plusieurs d'autres universités qui sont présentées pour un sponsoring. On les a jamais refusés. C'est vrai, il y en a à Bacha. Donc je me demande pourquoi ne pas vous faire confiance. Bien au contraire. C'est nous qui allons vers vous. C'est pas le contraire. Jusqu'à présent, aucune université qui s'est présentée m'a dit au lieu de faire confiance au privé, à des petites boîtes et tout, on préfère de loin donner la chance à des étudiants. C'est d'accord, Abacha? Je suis encore là. Merci beaucoup, madame. Nous, personnellement, on a fait ce colloque en participation avec le ministère de la numérisation et des statistiques et de la Banque de développement local. Nous le remercions pour l'aide, le financement aussi de laboratoires, de projets de recherche, etc. Et prochainement, dans le futur, Inch'Allah, d'autres universités vont avoir peut-être la chance pour le financement de leurs projets et en même temps l'amélioration de leurs projets, notamment dans ce qu'on appelle l'amélioration de la compétitivité des entreprises et l'entrepreneuriat en Niger. Je vous remercie pour ce débat très constructif. Je vais donner juste peut-être 2-3 minutes pour conclure la journée d'aujourd'hui à M. Kazé, encore une fois. Allez-y, je voulais juste une question comme je vous remercie dans le cas de l'ensemble des intervenants pour votre présentation très précieuse. Surtout, elle était plus penchée, comme vous l'avez bien signalé, sur une étude académique. Ma question est là, et dans le sens, comme vous avez presque tous allé vers des hypothèses et la vérification et validation des hypothèses, quel est l'apport de changement de ce qu'on appelait le comportement dans le management, on appelait ça la conduite du changement. Ça veut dire, dans toute la validation des hypothèses que vous avez énoncées, que ce soit dans le marketing digital ou e-bound, ainsi de suite, quel est cet apport de la conduite de changement pour cette validation? Parce que surtout si on parle de l'intuition, c'est qu'après il y a une certaine conduite de changement par rapport, on revient toujours à la conversion, ça veut dire comment je dois oublier un petit peu les modèles classiques vers des modèles économiques d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une résistance à ce changement. Et chaque résistance, on a une approche de la conduite de changement. Est-ce que vous l'avez pris en charge? Et pour les laboratoires, comme l'a dit le collègue, moi j'inverse un peu la cadence, c'est au laboratoire de sortir à l'extérieur de l'université. Merci. Merci, monsieur. On va juste essayer d'avoir... Je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à ces observations, sinon on va recevoir une autre question. Ok, ça sera madame la dernière question. Ok.
الاستاذه نشكرها على المداخله. والله عندي ملاحظه توجور نحب نلاحظ ماشي نطول عليك. احنا اون ماتيماتيك نقولوا بلي 1 دي 2 دي 3 دي المعادلات. دونك سي جو رمارك سا 1 دي حنا ايكواسيون راح تشوفي منحنيات سيدي شيفر. اون 2 دي تشوفي دي كورب، اون 3 دي تشوفي لا رياليتي. الحلول تاع المعادلات باغ اكزومبل تاع موجه تاع البحر تو فا ريغاردي لا تسونامي. نتوما كيما راني نشوف فيها يعني ندير بار انالوجي بالتشبيه سي écriture un commentaire c'est 1D 2D c'est l'image vidéo c'est 3D. Donc par exemple il y a série à utiliser 10% de vidéos et 90% c'est des photos. C'est vrai que les vidéos le plat تاعهم كبير بزاف. Bon تقولي لي quel est le rapport ممكن نجي نطرح لك سؤال واحد برك rapidement en 2 secondes. Tu as utilisé un échantillon de 548, c'est ça à peu près. Donc tu as utilisé des tests d'hypothèse, d'accord, par intervalle de confiance. Ensuite, tu n'as pas dit le degré de précision. Là, j'aimerais bien savoir le degré de précision تاعك. Voilà, comme remarque. شكرا. شكرا أستاذ. تفضل يا أستاذ. En fait, merci beaucoup, c'est très pertinent comme remarque, merci beaucoup pour la remarque. Et on aimerait bien, après chaque intervention, nous ramener l'ardre, donc ça nous fait plaisir. Donc merci, je vous remercie infiniment. En fait, je ne peux pas exposer tous les résultats. Voilà, j'ai dépassé les 10 minutes, donc j'ai été critiquée, donc je ne peux pas présenter tous les résultats, mais non seulement le degré de précision, mais aussi la fiabilité, le alpha. Donc on l'a présenté, on a jugé que c'est l'indice le plus pertinent, donc la fiabilité des résultats. Ensuite, l'indice de précision, c'est des résultats que j'ai mis dans la communication. Donc vous allez trouver tous les résultats, la communication que j'ai envoyée donc il y a tous les résultats. Donc par faute de temps, je ne peux pas exposer tous les... Oui. Salam alaikum. En tant qu'enseignante à l'école, à l'ESGEN, je tiens à remercier les intervenants. On a été vraiment éblouis par la clarté de l'exposé d'abord et la richesse du contenu. Je voulais vous inviter à, puisqu'on est en période de soutenance, bien sûr la plus grande partie est passée malheureusement, mais je vous invite au nom de tout le monde ici d'assister aux soutenances pour enrichir, dans l'assistance bien sûr, pour enrichir et apporter quand même un plus dans les soutenances et être utile dans le sens où pour l'étudiant, il va passer à l'étape professionnelle. Donc c'est le document académique qu'il va déposer. Madame Bina ne pas comme un livre avec la documentation, mais Madame il continue sa recherche, il est boosté par des gens comme vous. Il évolue dans la vie professionnelle. Je vous remercie. شكرا أستاذة على هذه النقطة المهمة وهي مشاركة الخبراء والأخصائيين مع الأساتذة والباحثين في تطوير وتنمية مواضيع مناقشة مذكرة الماستر ولما لا في المستقبل إن شاء الله تاع الدكتوراه. ربما المتدخلين إذا ما عندكمش ملاحظات إلى آخره نفوتوا إلى النقطة التالية. أنا صراحة عجبني بزاف هذا الملتقى المتميز العلمي الأول في تاريخ مدرستنا الفتية واللي يجمع نخبة يعني من الخبراء وممثلي الوزارات والبنوك الى اخره بنك التنميه المحليه ووزاره الرقمنه والاحصائيات اللي شرفتونا اليوم بحضوركم بالاضافه للاساتذه والخبراء اللي شرفونا اليوم بالاضافه لاساتذتنا وطلبتنا الى اخره بدون ان ننسى بالطبع اللجنه العلميه والتنظيميه لهذا الملتقى رئيسه الملتقى المدير اللي وافق على تنظيم هذا الملتقى بكل حيثياته وتحدياته وهو المعنون فرص وتحديات. ونشكركم ان شاء الله وتشرفونا ان شاء الله غدا ان شاء الله اللي احنا حنبداو الورشات عندنا 4 ورشات ان شاء الله تبدا غدا ان شاء الله على 9 صباحا وننتهي في حدود 11 او 11:30. والان نشكركم ونتمنى لكم التوفيق وندعوكم الى وجبه.